là notre niche parlementaire, il s'agit de revenir sur une injustice de 2023 qui a été vécue en tant que telle à la fois par le Parlement, mais aussi et surtout par le pays tout entier. Revenir sur cette réforme de 2023, c'est-à-dire le passage de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans, c'est donc réparer plusieurs injustices. On a volé 2 ans de vie aux gens. On leur a volé 2 ans de vie. On leur a volé 2 ans de choix. Car le cœur de cette réforme, c'est le passage de l'âge de 62 à 64 ans. Nous estimons que l'abrogation de la réforme d'Emmanuel Macron est un point d'étape nécessaire et indispensable pour remettre les compteurs à zéro, pour ouvrir une discussion avec les organisations syndicales qui soit loyale et sincère afin de pouvoir atteindre la retraite à 60 ans avec 40 annuités et la financer. Aujourd'hui, j'ai une petite pensée pour Bill Murray et son film La journée de la marmotte, parce qu'on refait le débat de cette réforme des retraites de façon vraiment régulière. Faire de la démagogie, faire de la polémique sans rien proposer. Je reconnais ici une certaine constance chez les macronistes, une constance à vouloir imposer des mesures dont personne ne veut, puisque ici vous voulez réintroduire l'article 2 de la réforme des retraites à 64 ans, instaurant un index senior. Index senior censuré par le Conseil constitutionnel en 2023, rejeté en première lecture par l'Assemblée nationale, que vous avez malgré tout imposé par 49.3. Nous ne voulons pas de cet index senior qui ne comporte aucune obligation de performance en matière d'emploi des seniors, n'est pas assorti de sanctions réellement dissuasives, ne s'appuie sur aucun indicateur détaillé. Donc, tout cela le rend inefficace. Et je voudrais revenir sur les réactions qu'il y a eu au début de l'examen en disant que ces débats étaient redondants sur l'abrogation de la réforme des retraites. Eh bien, j'ai envie de vous dire, prenez votre mal en patience, puisque ce texte, une fois adopté dans la niche des Insoumis, poursuivra sa navette parlementaire au Sénat, reviendra à l'Assemblée nationale, et cette réforme injuste et imposée par 49.3 sera vraiment abrogée grâce au nouveau Front populaire. Nous avions 54 votants, il y a eu 3 abstentions, 35 pour et 16 contre. La proposition de loi est adoptée. Alors que nous sommes en large pénurie de professionnels de santé, notre pays ne reconnaît toujours pas correctement, dignement, les praticiens, les médecins, les dentistes, les sages-femmes, les pharmaciens à diplôme hors Union européenne, que l'on appelle plus communément les PADU. Dans une majorité des cas, ce sont des médecins étrangers, pas toujours, mais dans une majorité des cas, qui ont donc obtenu un diplôme en dehors de l'Union européenne et qui veulent soigner en France. Nous souhaitons que les diplômés PADU désireux d'exercer en France continuent d'être soumis préalablement à des épreuves de vérification des connaissances médicales et à leur niveau de français. L'exemple d'un médecin français qui a été diplômé en Algérie, où il résidait pour des raisons familiales, et exerce depuis plus de 5 ans en France. Ce monsieur, il a 4 diplômes universitaires, tabacologie, diabétologie, obésité, nutrition, donc dans des domaines où on manque particulièrement de soignantes et de soignants. Il a fait 287 gardes en 2 ans, sur 4 sites différents. Il a été en hôpital de campagne pendant le Covid. Il s'est inscrit comme volontaire sur le 15. Il a rédigé des articles qui ont été publiés dans des revues scientifiques internationales, à la reconnaissance des grands spécialistes français dans ce domaine, a eu la félicitation du ministère de l'Intérieur, travaille dans les hôpitaux qui manquent de personnel. Et aujourd'hui, eh bien, son salaire est moitié inférieur à celui de ses homologues en France, en début de carrière. Tout ça parce qu'il n'a pas obtenu son diplôme, et même en droit que ses homologues. Il doit enchaîner des contrats précaires et se demande chaque année ce qu'il va faire l'année suivante, alors que son collègue diplômé en France, qui aurait le même parcours, et lui, évidemment, et c'est normal, agent public sous statut. En plus d'un rythme de travail infernal, il a préparé un concours avec des places ultra limitées, ce sur quoi on revient dans notre article 2. Et s'il n'a pas le concours, on l'invitera à se reconvertir, ou alors on le fera continuer à exercer grâce à des recommandations arbitraires de ses pairs, mais toujours avec un statut qui est précaire. Et on ne parle même pas des cas pour des PADU qui, eux, seraient étrangers, où ils pourraient bénéficier d'une obligation de quitter le territoire français comme seule reconnaissance de la République pour les années d'engagement, et notamment au milieu de la crise Covid. La proposition de loi est rejetée. Je tiens également à remercier ma collègue Mathilde Digné, avec qui je porte cette proposition de loi. Il est vrai que notre pays tient tout entier sur des personnes invisibilisées, trop faiblement rémunérées et trop souvent méprisées. Et ces personnes sont en majorité des femmes, car depuis un quart de siècle, notre pays s'est transformé. Les classes populaires sont désormais majoritairement féminines. Ce sont d'abord et avant tout des femmes qui occupent les services essentiels à notre vie commune. Elles sont plus de 4 millions
à occuper ces métiers essentiels. Par exemple, le port des charges lourdes, les hommes soulèvent majoritairement des objets inanimés, tandis que les femmes, elles, soulèvent en premier lieu des personnes. Ce sont nos malades, nos personnes âgées, nos concitoyens les plus vulnérables. Il n'est pas reconnu non plus aux employés de cantine qui portent quotidiennement à une cadence aussi lourde que répétitive des kilos de nourriture et marchandises, des tables, des chaises ou encore de la vaisselle dont le poids total dépasse le seuil d'exposition des manipulations manuelles en poids cumulé. L'examen de cette proposition de loi est un beau symbole, à la veille du centenaire des grèves des sardinières. Une grève de 6 semaines, initiée par des ouvrières de conserverie de poissons à Douarnenez pour protester contre la pénibilité de leurs tâches et demander une augmentation de salaire. Je pense aussi à Rachel Keke, ancienne députée, qui a lutté pendant 22 mois avec les femmes de chambre de l'hôtel Ibis-Batignolles. Un métier féminisé dans lequel les cadences imposées sont de plus en plus contraignantes, sans qu'aucune pénibilité n'y soit reconnue. Ces luttes sont des symboles du manque de reconnaissance des spécificités de genre dans le monde du travail. Près de 70% des femmes exercent des métiers dits féminisés. Les femmes sont surreprésentées dans les métiers du lien. Elles s'occupent des enfants en tant qu'enseignantes ou AESH. Elles s'occupent des aînés en tant qu'aide à domicile ou aide-soignante en EHPAD. Quand ces métiers n'ont pas la reconnaissance qu'ils méritent, ils peuvent avoir un impact sur la santé mentale. Accompagner des enfants en situation de handicap ou dans d'autres situations des enfants victimes de violences domestiques, cela peut avoir un impact sur les travailleuses du lien. La santé mentale reste un tabou. Pourtant, la souffrance des personnes qu'elles accompagnent dans leur métier ont une incidence sur la santé mentale des professionnels. C'est pourquoi les contraintes émotionnelles doivent être prises en compte comme facteur de risque. Depuis le 8 novembre, à partir de 16h48, les femmes travaillent gratuitement jusqu'à la fin de l'année du fait des inégalités salariales. Rappelons que le revenu salarial moyen des femmes est toujours inférieur de 23,5% à celui des hommes. Reconnaître la pénibilité des métiers féminisés est le minimum de la reconnaissance qu'elles méritent. Elle est adoptée. Les écarts de rémunération portent atteinte à l'intérêt général du pays, portent atteinte à son ordre public social, portent atteinte à la cohésion de la nation, portent atteinte à la capacité des entreprises concernées à investir dans la transition écologique. Ces rémunérations, leur mode de calcul, leur montant, portent atteinte à l'intérêt général économique du pays. Cette proposition de loi est une proposition de protection des entreprises contre la rapacité des actionnaires. Nous étudions ce projet de loi dans un contexte qui n'aura échappé à personne. Les plans sociaux se multiplient au sein d'entreprises dont les résultats sont souvent bénéficiaires, comme à Valeo en Sarthe, chez ma collègue Élise Leboucher, dont le premier donneur d'ordre n'est autre que M. Tavares, dont la rémunération a atteint 36 millions d'euros en 2023, c'est-à-dire près de 40 vies de SMIC, ou comme chez Auchan, propriété de la famille Mullier, dont la fortune a fait un bond de 40% en 2023, soit une augmentation de 8 milliards d'euros. Là, c'est carrément l'équivalent de 10 000 vies de SMIC. Cette situation révoltante démontre la dynamique de la prédation de la richesse créée. Cette prédation se justifie la plupart du temps par l'augmentation des patrons. Ça ne peut pas durer. En premier lieu, l'absence de justice dans les référentiels de rémunération pose un problème à la société dans son ensemble. Là où il n'y a pas de justice, il ne peut y avoir de cohésion sociale. En second lieu, ces rémunérations extravagantes sont coûteuses pour la terre et notre capacité à y vivre. Oxfam démontre que les 1% des plus riches sont responsables de 16% de l'ensemble des émissions mondiales liées à la consommation. Enfin, du point de vue économique, ces rémunérations, dont nous avons vu qu'elles sont socialement injustifiables, affaiblissent l'outil de production. Qu'elles soient versées en monnaie sonnante et trébuchante ou bien en dividendes, elles dévitalisent la capacité d'investissement et d'innovation. Pourtant, nous sommes à un moment de l'histoire où des investissements massifs sont nécessaires à la bifurcation des modes de production. Parce que cette proposition s'attaque de front à un problème de sécession sociale, à la nécessité de retrouver des modes de vie soutenables et parce qu'elle défend notre capacité à engager la planification écologique, je vous invite, collègues, à voter cette proposition de loi. Vous imposeriez dans chaque entreprise en France un véritable blocage des salaires sous un montant annuel maximum, et vous-même, vous l'avez reconnu, équivalent à 20 fois le SMIC annuel, soit entre 4 et 500 000 euros bruts par an. On est bien loin des dizaines de millions de Carlos Tavares et des patrons du CAC 40. Philosophiquement, quelque chose qui me pose problème, c'est qu'on n'est pas chez Tintin chez les soviets. Leur imposer des plafonds rigides, c'est fragiliser leur capacité à innover, à recruter
et à rester compétitifs. Toute peine mérite salaire, dit l'adage, mais reconnaissons aussi que les talents, les qualifications et les réussites exceptionnelles méritent des rémunérations elles aussi exceptionnelles. Et oui, chers collègues, la réussite, ce n'est pas un gros mot. Qu'elle soit individuelle ou collective, elle doit rester cette aspiration qui fait avancer notre société, plutôt que l'égalité par le bas à laquelle vous voulez nous soumettre. S'il n'y avait pas aussi cet argent-là, on ne pourrait pas permettre de faire d'autres choses. S'il y a aujourd'hui des suppressions d'emplois nombreuses et des fermetures d'usines nombreuses, on a parlé de Michelin, on a parlé d'Auchan, on pourrait parler de Valeo dans l'automobile, on pourrait parler de General Electric, c'est parce que le mode de direction des entreprises et les dirigeants des entreprises considèrent leur rôle comme exclusivement tourné vers la satisfaction des dividendes des actionnaires et pas vers le développement de l'emploi, le développement de l'appareil de production ou la réponse à l'enjeu de bifurcation écologique. La proposition de loi est donc adoptée. Nous avons